Merci beaucoup de cette présentation et merci surtout de votre invitation. Je suis vraiment très heureuse de cette opportunité que vous me donnez aujourd'hui de discuter de mes recherches avec vous parce que je dois dire que les juristes en réalité en dehors de ma discipline sont sans doute celles et ceux avec qui j'ai le plus de plaisir à dialoguer. Je tiens beaucoup dans mes recherches à cette confrontation avec la réalité du droit. Ça me permet d'apprendre beaucoup de choses et je suis toujours très surprise de l'intérêt que portent les meilleurs des juristes à des développements qui sont faits hors de leur champ d'études, notamment dans la philosophie politique. Alors avant de commencer, juste un petit mot pour dire que la troisième fois semble être la bonne, puisque j'aurais dû venir présenter ce petit ouvrage publié avec Jean-Yves Franchère, Les droits de l'homme rendent-ils idiots, auquel Marc vient de faire allusion. Tout était prévu en ce sens le 21 janvier 2020 et j'ai été obligée, j'en suis désolée, de reporter en raison d'un souci familial. Alors ensuite, on a tenté un Zoom le 8 février 2021 et je n'ai pas réussi à me connecter pour des raisons manifestement de concurrence entre plateformes utilisées par les universités. Donc je regrette du temps que je vous ai fait perdre ce jour-là, mais je dois dire que ce souci technique fut plutôt un mal pour un mieux, puisque ça me donne l'opportunité de rencontrer certains et certaines d'entre vous en vrai et de faire ma première sortie du territoire belge depuis de très nombreux mois. Alors, je ne vais pas aujourd'hui reprendre telle quelle la présentation que j'avais prévu de faire en janvier 2020, ni même en février 2021. Je ne vais pas peut-être vous faire une présentation de ce petit ouvrage qui est sorti déjà maintenant il y a pratiquement 2 ans. J'aimerais élargir mon propos peut-être sur un certain nombre d'éléments nouveaux sur lesquels je tente de travailler actuellement ou sur lesquels j'ai travaillé dans la période récente. Juste un mot quand même sur le titre. J'ai remis ici l'image du petit ouvrage pour lequel vous m'aviez fait le plaisir de m'inviter. Un petit mot sur ce titre peut-être un peu énigmatique. En fait, l'écriture de ce petit livre qui faisait suite à un ouvrage plus académique et plus important, en tout cas en taille, écrit précédemment. Le titre était parti, ou la rédaction de l'ouvrage est partie un petit peu d'un coup de colère suite à la lecture notamment d'un entretien de Marcel Gauchet dans Éléments où il se demandait si les droits de l'homme ne participaient pas d'une bien-pensance qui conduit à la crétinisation. Et on a eu l'idée, au fond, de retourner la question en se demandant si vraiment les droits de l'homme nous rendaient idiots. Sous forme de boutade, il s'agissait de répondre à un certain nombre de critiques des droits de l'homme qui circulaient dans l'espace public. Alors aujourd'hui, ce que je vais proposer de faire, c'est de procéder en 4 temps. Je voudrais d'abord peut-être faire un point rapide sur le moment présent, sur l'état de nos rapports collectifs aux droits de l'homme. Ensuite, je ferai, en m'appuyant en partie sur les analyses qui avaient été développées dans le procès des droits de l'homme publié en 2016, un panorama des critiques adressées aux droits de l'homme dans la pensée politique contemporaine. Et puis, dans un 3e et 4e temps, j'aimerais aller plus près de ce sur quoi j'essaye de travailler aujourd'hui, c'est-à-dire tenter de développer ce que pourrait être, au fond, une conception politique et réflexive des droits de l'homme à partir d'un exemple très concret qui est celui de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Je tenterai de montrer comment une analyse philosophique peut-être, ou un éclairage de nature philosophique sur ce texte montre à quel point les droits humains sont liés à des conflits d'interprétation et à quel point ils sont constitutifs d'un monde social. Alors, un petit mot d'abord sur le moment présent.
Comme tu disais il y a un instant, bon, je n'étais pas à l'origine du tout une spécialiste des droits humains. Moi, j'ai travaillé principalement dans la première partie de ma carrière sur les enjeux liés à l'identité politique et notamment à la théorie politique de l'intégration européenne. Et puis, il y a 10 ans, j'ai commencé ce chantier de recherche sur les critiques adressées aux droits de l'homme depuis 1789. Et je dirais qu'il y a 10-12 ans, à peu près, cela pouvait sembler n'avoir d'intérêt que d'élargir nos connaissances dans le champ de l'histoire des idées politiques, ce qui est évidemment une justification scientifique tout à fait suffisante en soi, mais j'avais parfois du mal à convaincre mes interlocuteurs de la résonance contemporaine du projet. Et pourtant, dès le départ, mon ambition, qui est devenue notre ambition quand le philosophe Jean-Yves Pranchère s'est joint au travail, c'était vraiment de faire une généalogie des critiques des droits de l'homme, le terme de généalogie devant être compris ici au sens d'un regard historique, mais qui est guidé par une question présente. Autrement dit, notre idée n'était pas seulement de faire une analyse d'auteurs, de textes, ceux de Burke, de Bentham, de Schmitt, de Marx, mais au fond d'élaborer une cartographie intellectuelle des différents types de critiques adressées aux droits de l'homme en vue d'éclairer un certain nombre de problématiques contemporaines. Et donc, je le disais, sur ce point, sur l'actualité de la recherche, je me heurtais parfois à un certain scepticisme. À titre d'exemple, je me souviens d'un colloque à Oxford, on était déjà en 2008-2009, où Ronald Dworkin avait dit, mais enfin, qui critique les droits de l'homme aujourd'hui? Il n'y a plus personne qui critique les droits de l'homme. Et de fait, je crois qu'on s'accordait à considérer que nous vivions dans l'âge des droits. L'année 1989, qui avait vu coïncider bicentenaire de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et la chute des régimes communistes, semblait avoir consacré les droits humains comme la pierre de touche de la légitimité politique à l'échelle planétaire. Alors bien sûr, cette invocation des droits humains demeurait largement hypocrite, mais cette hypocrisie était pour certains, au fond, l'hommage du vice à la vertu. Les droits de l'homme s'étaient imposés, et je cite ici le juriste Louis Henkin, qui écrivait en 1990 « Les droits de l'homme se sont imposés comme la seule vertu à laquelle le vice rend hommage ». Autrement dit, aucun pays ne pouvait revendiquer ouvertement des atteintes aux droits humains, sauf en le justifiant par des circonstances exceptionnelles. Les droits humains s'étaient imposés au titre de notre dernière utopie, pour reprendre ici le titre de l'ouvrage de l'historien Samuel Moyn, The Last Utopia, Human Rights in History, qui a eu un très très vaste retentissement dans le monde anglophone et qui a été publié seulement encore il y a seulement 10 ou 10 ans, puisque c'était en 2010. Dans les États démocratiques eux-mêmes, la montée en puissance des droits de l'homme semblait irréversible et l'état de droit un dogme inébranlable. Cette phrase n'est pas de moi, c'est une phrase de Mireille Delmas-Marty qui caractérise la situation, disons, au début des années 90, milieu des années 90. Donc, c'est quelques rappels qui permettent de mesurer l'ampleur du retournement de nos discours politiques sur les droits de l'homme. Je pourrais ici multiplier les exemples de hauts magistrats, de responsables du commissaire aux droits de l'homme au Conseil de l'Europe ou de professeurs de droit qui s'inquiètent de l'état des droits fondamentaux. Mais je noterai également la multiplication d'ouvrages dans la période récente, et je vous en ai mis ici un certain nombre d'exemples d'ouvrages dont les titres sont à eux seuls tout un programme, La mort des démocraties, How Democracy Die, des politologues de Harvard, Stephen Levitsky et Daniel Zilblatt, Le peuple contre la démocratie de Yascha Mounk, où il analyse l'émergence de ce qu'il appelle des démocraties sans droit, ou encore Le moment illibéral d'Ivan Krastev et Stephen Holmes, qui est paru l'an dernier, etc., etc.
De fait, je serais tenté de dire que plus grand monde aujourd'hui ne se soucie de rendre hommage à la vertu, et on voit un peu partout des dirigeants politiques assumer sans complexe leur volonté de s'émanciper des droits fondamentaux. Partout, vous le savez, des courants de plus en plus puissants contestent les contraintes, notamment internationales, qui résultent de la garantie des droits humains. Alors évidemment, je ne suis pas là pour faire un commentaire de l'actualité politique, mais ce qui me semble significatif, pour moi qui travaillais sur les critiques des droits de l'homme dans la pensée politique, c'est qu'au fond, cette prise de distance dans l'espace public vis-à-vis du vocable des droits humains, on peut aussi le voir comme l'irruption à large échelle d'un refus de la politique des droits de l'homme qui, en réalité, traverse certains pans de la philosophie politique, et pas seulement philosophie politique, d'ailleurs, de ce que je pourrais appeler, ce qu'on appelle les legal scholars, les études critiques en droit, qui traversent certains pans critiques depuis près de 40 ans maintenant. Là, je dirais que la remise en cause intellectuelle a précédé cette remise en cause dans l'espace public. Ce qui m'amène à mon deuxième temps, au fond, quelles sont les principales critiques des droits de l'homme qu'on peut observer aujourd'hui dans la pensée, je dirais la pensée politique au sens large. Les auteurs que j'analyse relèvent parfois du droit, parfois de la philosophie, de la science politique. Quelles sont les critiques qu'on peut discerner ? Bon, alors, je crois qu'il faut tout de suite préciser, bien sûr, que très rares sont les penseurs du politique qui assument un rejet des droits de l'homme en tant que tel, c'est-à-dire qui rejettent le corpus normatif et législatif sur lequel reposent nos états de droit. En revanche, l'usage qui serait fait des droits de l'homme dans les démocraties contemporaines suscite de vives critiques. Ce que je veux dire par là, c'est que l'enjeu n'est plus tant de savoir, comme ça a pu être le cas au XVIIIe ou au XIXe siècle, la question n'est pas tellement de savoir si les droits de l'homme existent ou de savoir s'ils sont cohérents, mais plutôt de s'interroger sur les effets des droits de l'homme. Droits de l'homme entendu ici non pas seulement comme un concept normatif, mais aussi comme une pratique politique. Et donc de s'interroger et de remettre en cause de façon critique cette pratique politique ou le fait que ce soit devenu le principal idiome pour émettre des revendications sociales. Et donc des courants de pensée que tout distingue par ailleurs convergent ainsi pour estimer que la place conférée aux droits de l'homme dans nos cultures politiques, que ce primat corroderait, minerait l'idée démocratique. Et plus précisément, dans notre ouvrage publié en 2016, nous avions distingué entre trois mouvances, en précisant tout de suite qu'il est difficile de tracer des cloisons étanches, car en réalité, beaucoup d'arguments circulent d'une mouvance à l'autre. Il y a d'abord un premier type de critique sur lequel je ne vais pas m'attarder longtemps, qu'on pourrait appeler la critique anti-moderne, dont je vous ai mis ici quelques exemples, qui est très marginale et très hétérogène, puisqu'elle va aussi bien du tenant d'une pensée chrétienne radicale, comme celle de John Milbank, qui est le représentant de ce qu'on appelle l'orthodoxie radicale en Grande-Bretagne, à une pensée tout à fait païenne, comme celle d'Alain de Benoît, l'inspirateur de la Nouvelle Droite. C'est une critique anti-moderne qui se signale, pourquoi je l'appelle anti-moderne ? Parce qu'elle se signale par le refus même de l'idée d'un droit subjectif. Droit subjectif qui n'est, pour ces auteurs, qu'une perversion du concept même du droit. Donc le droit ici est conçu comme indissociable d'un ordre juste. Il suppose un rapport, une bonne proportion entre des membres d'un groupe politique, et elle ne peut être déduite de la réclamation d'un seul. Alors, comme vous le savez, cette critique n'est pas neuve. À vrai dire, l'ensemble des arguments avait déjà été formulé par Michel Villet il y a près de 40 ans maintenant. Michel Villet, d'ailleurs, qui est repris par un certain nombre d'auteurs comme John Milbank, et je ne m'y arrête pas.
Plus important pour mon sujet, c'est, je dirais, le premier grand grief qui est adressé aux droits de l'homme dans la pensée contemporaine, c'est l'argument selon lequel ces derniers conduiraient à une forme de déliaison sociale. C'est ce que j'appelle la critique communautaire, qui est très hétérogène également, mais au fond, qui part du sein même de notre modernité libérale pour pointer les effets délétères du primat conféré aux droits humains dans nos démocraties contemporaines. Autrement dit, il ne s'agit pas ici de rejeter l'héritage des révolutions américaines ou françaises, mais il s'agit pour ces auteurs, qui sont présents aussi bien dans le monde francophone qu'anglophone, et à nouveau, je vous ai mis des exemples, Marianne Glendon, Michael Sandel, Marcel Gauchet, Pierre Manant, par certains aspects, soulignent, en fait, ces auteurs soulignent que nos droits humains ont perdu la dimension collective qui était la leur à l'origine. Autrement dit, l'idée ici, c'est que les droits proclamés en 1789, ou ceux qui figurent dans la Bill of Rights de 1791, étaient liés à une vie collective, ils se concrétisaient dans une citoyenneté nationale et dans la participation à une vie commune. Alors que nos droits humains ne seraient plus que les droits des individus privés, expression de simples revendications à un confort personnel détaché de toute activité collective. Et donc, dans ces versions les plus radicales, au fond, cet argument conduit à opposer deux idées des droits de l'homme qui n'auraient pas de rapport sinon sémantique entre eux. Les droits de l'homme classiques, ceux de 1789, qui matérialisent une figure de limite, un État, une nation, une collectivité, et puis la nouvelle doctrine des droits de l'homme qui relèverait du registre de l'illimité, selon la formulation de Jean-Claude Milner. J'ai mis ici une copie de la couverture de son livre « Les penchants criminels de l'Europe démocratique » où cette idée est avancée. Et donc, au fond, j'ai mis en parallèle l'ouvrage de Samuel Moyn. Samuel Moyn, il faut le savoir, est d'abord un spécialiste de la philosophie politique française et de la pensée politique française, et je pense qu'il y a beaucoup de choses dans son livre qui, en réalité, sont calquées sur le même modèle, parce que dans son ouvrage Tri, on trouve cette idée que les droits de l'homme classiques, ce qu'il appelle les rights of man, étaient articulés à une construction d'une citoyenneté et d'un État, alors que nos human rights contemporains seraient détachés de toute forme d'appartenance collective et seraient tournés vers une forme d'humanitarisme compassionnel au-delà des frontières. Donc, classiquement, nous dit cet argument, le terme de démocratie renvoyait à la capacité des corps politiques de se gouverner eux-mêmes. Aujourd'hui, le terme même de démocratie ne signifierait plus que la protection des droits d'un individu et nourrirait une forme de désappartenance du collectif. Alors, il faut dire évidemment que cet argument de la désunion sociale entraînée par les droits de l'homme n'est pas neuf. Quand on travaille sur les critiques des droits de l'homme depuis 1789, on sait que cet argument a remporté en réalité ses premiers succès dès les années 1790, quand il est orchestré par des contre-révolutionnaires tels qu'Edmund Burke, Joseph de Maistre, même par des progressistes d'ailleurs, comme Jérémie Bentham. Et en réalité, l'essentiel des arguments contre les droits de l'homme figure déjà dans les attaques de Louis de Bonald contre la démocratie fondée sur l'égalité des droits, que je vous ai remis ici un extrait. Dans la République, disait-il, la société n'est plus un corps général, mais une réunion d'individus. Le bien-être physique de l'homme compense quelquefois la dégradation morale et le sacrifice de sa liberté sociale. Tout s'y individualise, tout s'y rétrécit, tout s'y concentre dans la vie présente. Le présent est tout pour elles n'ont pas d'avenir. Je crois que si on enlevait le nom de l'auteur, on pourrait penser que c'est un texte tout à fait contemporain. La différence essentielle, c'est qu'on va trouver peu de monde aujourd'hui, parmi les penseurs politiques contemporains,
pour demander, comme le faisait Bonal, que les droits de l'homme soient remplacés par les droits de Dieu, ou que l'inégalité fondamentale des droits et devoirs soit érigée en principe de la hiérarchie sociale. Et donc ça, c'est le paradoxe que nous avons tenté de pointer, c'est que la critique des droits de l'homme est souvent exactement la même dans son contenu que celle qui a été formulée par des penseurs qu'on pourrait dire contre-révolutionnaires, mais la différence essentielle, c'est qu'aujourd'hui, elle se fait au nom de la démocratie, et non pas contre la démocratie. Elle se fait au nom des droits de l'homme initiaux, ceux de 1789, ceux de 1791, contre nos droits humains contemporains. Bonal dénonçait la démocratie comme principe de désunion sociale. Les critiques contemporains attaquent les droits de l'homme comme principe de désunion sociale, mais en se réclamant de la démocratie. Et l'opération ne va pas toujours sans tension ni incohérence. Alors, deuxième grand grief ou troisième mouvance, comme vous voulez, c'est au fond celle qui vient d'une mouvance que nous avons appelée radicale, venue plutôt de la gauche ou de l'extrême gauche, qui s'inquiète au fond de la dimension idéologique et disciplinaire d'un discours des droits qui est perçu comme un des symptômes de notre renonciation aux promesses de l'émancipation. L'idée ici, c'est que l'exaltation des droits et des libertés privées ne serait qu'un moyen de distraire les citoyens d'injustices socio-économiques autrement plus importantes. Au fond, les droits de l'homme ne seraient qu'un pansement qui masque notre abandon de l'idéal d'autonomie, notre renonciation à une forme d'égalité véritable. Plus précisément, nous dit cette critique, les droits de l'homme seraient indissociables du nouvel ordre néolibéral. Idéologie des droits de l'homme et fondamentalisme du marché constitueraient, au fond, les deux matrices d'un néolibéralisme qui est défini par l'impossibilité d'imposer quelque limite que ce soit aux initiatives économiques des acteurs ou à l'expression des droits de citoyens consommateurs. Alors, je disais que c'était une critique qui venait surtout de la gauche, mais il convient de noter ici, et c'est pourquoi je parlais de circulation des arguments d'une mouvance à l'autre, que cette thèse selon laquelle, au fond, les droits humains seraient liés au nouvel ordre néolibéral, ou auraient partie liée avec les inégalités grandissantes, a désormais essaimé bien au-delà de rangs qu'on pourrait dire anticapitalistes. Puisque, effectivement, c'est le philosophe Marcel Gauchet qui en donne la formule la plus claire. Dans un de ses derniers livres, L'avènement de la démocratie, il écrit ceci: le complexe néolibéral a une double entrée, une entrée par le droit et une entrée par l'économie. Il a d'un côté les traits de l'idéologie des droits de l'homme et de l'autre ceux du fondamentalisme du marché. L'idée ici, c'est que l'opposition de surface entre une gauche qui pousserait à l'extension des droits des individus et une droite qui viserait à maximiser les intérêts des acteurs économiques dissimulerait le fait qu'en réalité, libéralisme sociétal d'un côté et libéralisme économique seraient les deux branches d'un même dispositif. Alors, au terme de cette présentation donc rapide des critiques, peut-être une petite incise sur que peut la théorie politique. Alors ici, je dois peut-être quelques mots sur la façon dont je conçois, et avec mon co-auteur, comment nous concevons la théorie politique. Je dirais que sa singularité, c'est peut-être que c'est avant tout une forme d'hybridation entre plusieurs disciplines différentes. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Mais c'est que le caractère hybride de la théorie politique s'explique par le fait notamment qu'elle est pratiquée par des chercheurs qui sont parfois formés en sciences politiques, comme c'est mon cas à l'origine, tantôt en philosophie, c'est le cas de mon co-auteur, parfois en droit aussi. Donc une position un peu instable, qui n'est d'ailleurs pas sans inconvénient dans les comités de recrutement, où parfois nous ne sommes considérés ni comme des vrais philosophes, ni comme des vrais politistes, et encore moins comme des vrais juristes. Mais je dirais que c'est la condition nécessaire à la théorie politique,
qui doit perpétuellement intégrer des apports d'autres disciplines, notamment l'histoire, parce que les concepts politiques que nous utilisons ne sont intelligibles qu'en considérant le contexte dans lequel ils se sont formés. Et c'est pourquoi nous avons passé tant de temps à tenter d'élucider les différents types de critiques adressées aux droits de l'homme depuis la Révolution française. L'histoire, mais aussi le droit, et je suis réellement convaincue que sur cette question des droits humains, il y a un vrai travail à faire pour rapprocher philosophie, politique et droit, parce que souvent, alors c'est une remarque qui vaut surtout pour la France, pardonnez-moi, mais on voit certains philosophes proposer de très vastes réflexions sur la place du droit dans nos sociétés ou sur la place du juge, mais sans jamais prendre la peine de lire un arrêt de la CEDH ou de la Cour de justice de l'Union européenne. À l'inverse, et ce n'est manifestement pas le cas ici, puisque vous m'avez invité, certains juristes estiment qu'on ne peut parler des droits de l'homme que si on est soi-même juriste. Et donc je crois qu'il y a vraiment un travail ici important à faire pour rapprocher les deux démarches. Alors pour en revenir à mon sujet, à la fin de notre ouvrage « Le procès des droits de l'homme », nous avons plaidé en conclusion, mais de façon trop allusive, pour ce qu'on pourrait appeler, ce que nous avions appelé une conception politique et réflexive des droits de l'homme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être le plus simple pour saisir ce que nous entendons par là, c'est une phrase, je dis une conception politique et réflexive des droits de l'homme qui s'appuie largement sur les travaux d'Hannah Arendt et Claude Lefort. Et peut-être que le plus simple pour saisir ce que nous entendons par là, c'est une phrase d'un article qui a été initialement publié en portugais et qui a été rendu récemment disponible en français, de Claude Lefort, où il disait au fond des droits de l'homme, il disait « c'est la condition nécessaire, mais non suffisante, d'un monde habitable par tous ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les droits de l'homme ne soient pas suffisants est tout à fait incontestable. Ils ne contiennent pas en eux-mêmes la formule d'une politique économique, sociale, écologique qui permettrait d'assurer la réalisation de leurs promesses. Et donc, si c'est ça le sens de l'affirmation que les droits de l'homme ne sont pas une politique, selon la célèbre formule de Marcel Gauchet, de son article de 1980, qui est devenu une sorte parfois de mantra de la pensée néo-républicaine, si c'est ça le sens de cette affirmation, nous aussi souscrivons. Mais évidemment, à condition de préciser, ce que ne fait pas, à mon sens, Marcel Gauchet, que si les droits de l'homme ne constituent pas une politique, ils n'en ont pas moins une signification politique. Ils portent l'exigence proprement politique de l'égalité des droits, et par là, ils sont constitutifs de la citoyenneté démocratique. Ils ne sont pas une politique, mais ils ouvrent la possibilité de plusieurs types de politiques, allant de la démocratie sociale la plus exigeante au libéralisme le plus prudent, mais ils sont éminemment politiques. Plus précisément, je rappelle ici l'opposition que traçait Marcel Gauchet entre deux types de légitimité. C'est dans un article publié dans le débat. Il disait, au fond, les droits de l'homme sont cette chose rare entre toutes qu'est un principe de légitimité. Ils sont le principe de légitimité qui succède au principe de légitimité religieux. On dit qu'il n'y a eu que deux principes de légitimité dans l'histoire, et toute raison de penser qu'il n'y en a que deux possibles. À quelle source rapporter ce qui organise la loi entre les êtres? À ce problème fondamental, il y a deux façons de répondre seulement. Ou bien cette source est au-delà des hommes, ou bien elle est transcendante, ou bien elle est immanente. Alors, cette antithèse entre une source transcendante de l'autorité, qui serait une source religieuse, et puis un principe de légitimité immanent, qui serait les droits de l'homme, elle est évidemment séduisante. Elle est séduisante, mais elle est incomplète, parce qu'elle fait oublier que le refus de fonder la société sur une source transcendante exclut précisément que la société puisse se fonder sur un seul principe. Autrement dit, basculer dans un registre de légitimité immanent, ce n'est pas simplement un déplacement de formule,
Cela veut dire qu'il n'y a pas un seul principe, cela veut dire, pour reprendre la formule de Claude Lefort, que les droits de l'homme ne sont pas un principe ultime d'où on pourrait déduire les contenus et les normes de la vie sociale, mais plutôt la matrice symbolique, disait-il, d'un régime fondé sur la légitimité d'un débat sur le légitime et l'illégitime, débat qui est nécessairement sans garant et sans terme. Alors, comme tout ça peut sembler encore très abstrait et théorique, ce que je vais proposer de vous faire maintenant dans la deuxième partie de mon intervention, qui devrait prendre un petit peu moins de temps, j'ai encore une petite demi-heure quand même, oui. Ce que je voudrais tenter de faire, et là c'est encore à titre vraiment de recherche préliminaire, je voudrais tenter d'illustrer ce que pourrait être cette conception politique et réflexive des droits de l'homme, qui serait au fond, je dirais que le sens de la démarche dans laquelle que je tente de poursuivre aujourd'hui, ce serait peut-être d'accepter la part de vérité qu'il peut y avoir dans ces critiques, dans les critiques formulées à l'encontre des droits humains, mais plutôt que d'en déduire qu'il nous faudrait renoncer au langage des droits humains, plutôt tenter, au fond, d'élucider leurs ressources internes, plutôt de voir, au fond, quelles sont les visions alternatives des droits humains qu'on peut construire à partir de l'histoire de la pensée politique, à partir d'une autre lecture de certains textes de défense des droits fondamentaux. Et donc là, je vais m'appuyer sur un texte que j'ai eu l'occasion d'étudier récemment, et je dirais que c'est presque par hasard que j'ai été amenée à m'y intéresser, c'est parce que j'avais été invitée par des juristes à participer au 20e anniversaire, à un colloque qu'ils organisaient pour le 20e anniversaire sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et donc, je leur avais dit, mais je ne connais pas cette... Enfin, je la connaissais, mais évidemment, mais je n'ai jamais travaillé sur la charte. Et en fait, donc, j'ai tenté d'en faire une lecture, je dirais, délibérément un peu naïve, de voir comment on pouvait la lire avec... je dirais, des yeux de philosophe, même sans maîtriser l'essentiel de la jurisprudence. Et de fait, parce que, je vous dis, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 20 ans après son adoption, elle est quand même très largement ignorée des universitaires qui ne sont pas juristes ou européistes. Certains philosophes, certains politistes ont saisi l'importance de la Convention européenne des droits de l'homme, de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, mais ils restent extrêmement rares à mobiliser dans leurs travaux le texte de la Charte et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne qui la citent. Or, il m'a semblé, en la lisant, que cette dernière comprenait des ressources qui permettrait peut-être d'ouvrir les portes de l'interprétation. C'est une formule que j'emprunte à Alain Suppiot à la fin d'Homo Juridicus. Il parle d'ouvrir les portes de l'interprétation relative aux droits fondamentaux à d'autres compréhensions des droits fondamentaux que celles qui se sont souvent imposées au niveau européen au cours des 2 dernières décennies. Alors, ça peut sembler paradoxal de dire cela, que la Charte pourrait ouvrir la voie à d'autres compréhensions des droits fondamentaux, parce qu'à vrai dire, de prime abord, elle peut sembler, cette Charte, s'inscrire dans une conception néolibérale du politique qui vise à soustraire les principes du libre-échange de la délibération publique. Autrement dit, je dirais que quand on lit cette charte, on a parfois, ou quand on la lit ou quand on s'intéresse de façon assez superficielle à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, on peut avoir le sentiment qu'en fond, cette charte symbolise les 2 reproches qu'on vient d'analyser, à savoir favoriser une forme de déliaison sociale et faire prévaloir les intérêts économiques sur la réalisation d'une égalité véritable. Pourquoi ? En raison d'un certain nombre de dispositions, telles que la libre circulation des services et des capitaux, qui sont mentionnées dès le préambule de la Charte, les articles 15 et 16, qui font de la prestation de services à l'échelle européenne et de la liberté d'entreprise des droits fondamentaux. Alors, bien sûr, cette mention s'explique
par les finalités qui sont assignées à l'Union européenne, mais à ma connaissance, peut-être que vous me détromperez, mais rien d'équivalent ne s'observe dans la déclaration de 1789, dans la Bill of Rights ou dans les textes adoptés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où la liberté d'entreprise peut découler implicitement de certains articles, mais sans avoir en elle-même le statut d'un fondement. Puis surtout, au-delà du texte, l'usage qui a été fait de l'article 16, notamment par la Cour de justice de l'Union européenne, au cours des 2 dernières décennies, a accentué l'orientation économique et technique d'un ensemble européen qui apparaît plus soucieux de maximiser les intérêts individuels que d'affirmer les principes du vivre ensemble. Au fond, tant le recours fréquent à l'article 16 que le déséquilibre fréquent constaté entre intérêts économiques et règles liées notamment à la protection des travailleurs semble inscrire l'Union européenne dans ce que Frédéric Hayek envisageait, c'est-à-dire une démocratie limitée où les règles relatives au libre-échange et où l'ordre du marché étaient soustraits à la délibération publique. Si on suit cette lecture, au fond, la charte alimenterait une sorte d'individualisme, de la déliaison radicale, et participerait de cette logique qui consiste à remplacer, à substituer au principe d'émancipation une simple capacité à agir sans interférence. C'est notamment le diagnostic posé par Alexander Somek quand il dit au fond qu'il conduit à une individualisation du concept de liberté et un basculement du principe d'émancipation à celui d'empowerment, de la capacité d'un individu, un entrepreneur à atteindre ses intérêts propres. La question, c'est de savoir s'il faut en rester à cette première lecture et s'il n'y a pas dans le texte d'autres ressources qui pourraient être mobilisées. Et je voudrais revenir ici à un texte très célèbre qui était la critique que faisait le jeune Karl Marx sur la question juive dès 1844 de la Déclaration française des droits de l'homme, quand il disait constatons avant tout que les droits de l'homme distincts des droits des citoyens ne sont rien d'autre que les droits du monde de la société bourgeoise, c'est-à-dire de l'homme égoïste, de l'homme séparé de l'homme et de la communauté. Alors, je rappelle que Marx n'avait en réalité pas tout à fait tort. Parfaitement informé de la lettre du texte, de ses interprétations politiques, il n'avait sans doute pas oublié comment, dès 1791, la déclaration a été explicitement invoquée dans la loi Le Chapelier pour interdire les associations ouvrières. Et en même temps, si l'interprétation de Marx n'était pas fausse, elle était incomplète, dans la mesure où, comme l'a montré Lefort, Marx a manqué ce qu'il appelait l'efficacité symbolique de la notion de droit. Autrement dit, il a pris à la lettre le discours bourgeois sur les droits de l'homme, sur l'individualisme et la propriété privée, sans réaliser que le langage des droits pouvait induire une dynamique au fur et à mesure que d'autres agents sociaux apparaissent. Ce que Jaurès, quelques décennies après Marx, saisissait ainsi dans cette très belle déclaration, quand il disait « Je sais bien que dans la Déclaration des droits de l'homme, la bourgeoisie révolutionnaire a glissé un sens oligarchique, un esprit de classe, qu'elle a tenté d'y consacrer à jamais la forme bourgeoise de la propriété, mais je sais aussi que d'emblée, les démocrates se sont servis du droit de l'homme, de tous les hommes, pour demander et conquérir le droit de suffrage pour tous. Je sais que les prolétaires se sont appuyés sur les droits de l'homme pour soutenir leurs revendications économiques. » Et il disait ainsi d'emblée, le droit humain proclamé par la Révolution avait un sens plus profond et plus vaste que celui que lui donnait la bourgeoisie révolutionnaire. Le lit du fleuve était plus vaste que le fleuve. Que dans le cas de la charte aussi, le lit est plus vaste que le fleuve. Et plus précisément, il me semble qu'une lecture du texte révèle deux aspects des droits humains qui ne sont pas souvent mis en lumière et qui donnent en réalité à cette charte un caractère singulier.
Le premier, c'est la reconnaissance, je dirais, implicite de la nature toujours conflictuelle des différentes interprétations de l'articulation à trouver entre liberté et égalité, ou du sens à donner au concept de dignité humaine. Pourquoi c'est toujours conflictuel? Parce qu'au vu de certaines parties du texte, il serait possible, je l'ai dit, de s'en tenir à une lecture néolibérale du modèle européen. Mais cette première impression est aussitôt démentie par les ambitions, la précision du chapitre 4, qui est consacré à la solidarité. Et à la fin j'ai mis la citation ici, à la fin d'Homo Juridicus, Alain Suppiot, qui est pourtant peu avare de critiques à l'encontre de la construction européenne en général et de la Cour de justice de l'Union européenne en particulier, exprimait son enthousiasme vis-à-vis de cette disposition en soulignant que, telle qu'elle était définie dans la charte, la solidarité permettrait de contenir pourrait permettre de contenir les effets de déstructuration sociale liés à la mondialisation. Il disait cette définition du principe de solidarité pourrait servir de base à des règles qui limiteraient la marchandisation des hommes et des choses. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est qu'une lecture même rapide des dispositions de la charte montre que la vision d'un modèle européen monolithique qui serait tout entier dominé par un logiciel néolibéral ne résiste pas à l'analyse. Et qu'en réalité, il y a différentes options politiques qui sont à portée de main et pourraient être concrétisées si tel est le souhait des législateurs. J'ai mis ici simplement par une référence à un article qu'on avait publié avec Jean-Yves Franchère et Céline Spector, mais enfin c'est surtout à Céline Spector que je dois rendre le mérite, parce que c'est une idée qu'elle développe au fond dans un ouvrage à paraître au Seuil bientôt, cette idée qu'au fond une analyse montre qu'en réalité il y a toujours eu différentes forces en présence et des forces conflictuelles tout à fait au sein du modèle européen, et que la vision d'un modèle néolibéral, cette vision monolithique, en réalité ne résiste pas à l'analyse historique. Et donc je dirais que nous, ce qu'on en retirait du point de vue de la théorie politique, c'est que cette tension entre différentes parties du texte, au fond, illustre peut-être la première caractéristique de ce que pourrait être un modèle européen. C'est-à-dire pas une communauté homogène, unie autour de valeurs supposées conflictuelles, mais plutôt le lieu d'un affrontement civilisé entre différentes conceptions, conceptions libertariennes, conceptions libérales, conceptions socialistes, conceptions radicales des droits humains. Autrement dit, et c'est le sens du titre de notre article, elle devrait être un terrain des luttes démocratiques sur la signification des principes de liberté et d'égalité. Et ainsi comprise, je dirais, la charte pourrait alors s'imposer comme une arme efficace pour faire droit à d'autres paradigmes que celui du marché intérieur dans la construction européenne. Mais une telle démarche supposerait cependant de prendre congé résolument d'une forme de prétention à l'objectivité scientifique dans l'interprétation de la charte. Et je rejoins ici, par exemple, les propositions qui avaient été faites par Antoine Vaucher dans son petit livre « Démocratiser l'Europe », où il proposait l'introduction d'opinions dissidentes sur le modèle pratiqué à la Cour européenne des droits de l'homme ou à la Cour suprême des États-Unis, voire, ce qui était un peu plus audacieux, la possibilité d'alerte parlementaire relative aux décisions, aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, mais qui permettrait peut-être, qui me paraissent avoir comme intérêt de permettre à chacun, alors vous le savez, mais vous faites partie de la communauté savante des juristes, vous savez que dès que la Cour émet un arrêt, il est contesté, discuté, mais je dirais le public ne le sait pas, et de prendre conscience que les droits fondamentaux sont inévitablement ouverts à des lectures divergences qui doivent pouvoir être débattues au grand jour. Alors, je renvoie aussi, je vais peut-être avancer un peu parce que sinon j'ai peur de ne plus avoir assez de temps. Il y a aussi, je rejoins aussi les propositions, j'ai juste mis une référence quant à une cour peut-être plus politique, notamment réflexions qui ont été formulées notamment par Édouard Dubout
dans un article consacré au libéralisme politique de la Cour de justice, où il invite, en fait, au fond, la Cour à assumer plus délibérément sa fonction directement politique. Mais j'en viens à le deuxième aspect, ou la deuxième singularité de cette charte, par rapport aux autres instruments nationaux et internationaux de défense des droits de l'homme. Il me semble que c'est une ouverture vers une interprétation des droits humains qui ne les réduit pas aux seuls droits des individus, mais qui les conçoit réellement comme constitutifs d'un espace social. Or, c'est important pour moi parce que c'est précisément cette identification des droits humains aux seuls droits de l'individu que reprochait Claude Lefort à la conception libérale des droits fondamentaux. Il disait, au fond, en réduisant les droits fondamentaux aux droits de l'individu, l'interprétation libérale méconnaît le bouleversement de l'espace social, ou mieux l'avènement d'une nouvelle forme de société qu'a fait surgir la rupture avec le monde d'Ancien Régime, monde cloisonné dans lequel les hommes sont classés. Or, ce que je trouve intéressant, c'est que cette dimension relationnelle des droits de l'homme, elle est bel et bien présente dans l'avant-dernier paragraphe l'avant-dernier paragraphe du préambule de la Charte, que je vous rappelle ici. La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs, tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations futures. Il me semble qu'il y a là une formulation sensiblement différente de celle qu'on peut lire à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et je rappelle que Marx, toujours sur la question juive, soulignait qu'en définissant la liberté comme le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, la Déclaration française invitait chacun à voir dans les autres hommes non pas la réalisation, mais plutôt la limitation de sa liberté. Or, ce qui me semble intéressant dans le paragraphe de la Charte qui est ici, c'est qu'au fond, l'affirmation des droits est posée comme indissociable de l'inscription dans un monde commun dont nous sommes tous co-responsables. Et ça pourrait ouvrir vers ce qu'on appellerait une conception relationnelle des droits de l'homme. Là, sur cette conception relationnelle, je reviens à un article qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est un de vos collègues, il est également juriste à Paris 2. Dans un article récent sur le sujet des droits de la Charte, Édouard Dubout a aussi discerné cette notion d'un sujet relationnel. Alors lui, ce n'est pas dans le préambule, mais dans certains arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne qui font référence à la Charte. Il dit en plusieurs occasions, la Cour a posé que les relations de dépendance entre parents et enfants, les situations de vulnérabilité particulières, étaient autant d'éléments susceptibles d'enclencher la protection européenne. Il parle notamment de l'arrêt Chavez-Vilches de 2017, où au fond la relation de dépendance nouée entre un citoyen de l'Union en bas âge et le ressortissant d'un État tiers, cette relation de dépendance a ouvert pour le ressortissant de cet État tiers un droit à rester dans l'espace européen. Et il cite un certain nombre d'arrêts pour montrer au fond qu'il y a peut-être là la prise en compte au fond d'un individu, que nous sommes tous encastrés dans des liens collectifs. Il dit la Charte pourrait former l'expression d'une certaine conception de se relier, de s'unir à l'autre. Alors, juste ici, une petite note peut-être un peu prudente, c'est que, évidemment, cette prise en compte de la dimension intersubjective du sujet de droit est évidemment un élément essentiel. Mais on peut avoir une toute petite inquiétude liée au fait que cette reconnaissance des liens sociaux par la Cour de justice de l'Union européenne s'opère, si j'ai bien compris, pour l'essentiel, sous le registre de la vulnérabilité, de la dépendance, de la faiblesse. Et donc, évidemment, il faudrait que je fasse des études plus poussées, mais la question que je voudrais soulever ici, c'est de demander est-ce que cette jurisprudence participe d'une forme d'humanisme social ou est-ce qu'elle s'inscrit dans cet essor de la raison humanitaire qui a été analysé par plusieurs auteurs, notamment Didier Fassin, dans son petit ouvrage « La vie, mode d'emploi critique »,
où il parle au fond d'un déplacement de la question des droits de l'homme, qui pose la question de l'égalité des participants, vers celle des vies à sauver, vers une logique de raison humanitaire. Et on substituerait progressivement, en fond, la souffrance de victimes à celle de la construction d'un monde commun entre égaux. Ce que montre Fassin, je trouve de façon assez interpellante, c'est que la valorisation contemporaine de la vulnérabilité ou de la précarité n'est pas sans ambivalence. Il nous rappelle que l'étymologie de précarité, c'est ce qui est obtenu par la prière. Donc ça renvoie quand même toujours à l'idée d'une faveur, d'une dépendance, en nous éloignant de la construction d'un sujet autonome. Peut-être cette jurisprudence ne conforte la thèse, par ailleurs, que je trouve par ailleurs très contestable, mais avancée par Samuel Moyn dans son dernier ouvrage sur les droits de l'homme, au fond, selon lequel les mouvements en faveur des droits humains auraient substitué l'exigence d'égalité à une simple aspiration à la suffisance, au risque de n'être, dit-il, que les compagnons impuissants du libéralisme. D'où, et j'en ai bientôt fini, je vous rassure, parce que je vois que j'ai été un peu trop longue, c'est un autre élément sur lequel je voudrais attirer votre attention, un élément qui pourrait être mobilisé à l'appui d'une conception non seulement relationnelle des droits de l'homme, mais réellement politique, parce qu'ici c'est l'égalité qui est en jeu. Il s'agit de la notion de personne qui est mentionnée dans le deuxième paragraphe et qui m'a d'autant plus interpellée qu'elle est directement liée à la question de la citoyenneté. Elle, l'Union européenne, place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union. Alors, bien sûr, la notion de personne renvoie sans doute pour les rédacteurs à la conception chrétienne d'un individu doté d'une signification morale intrinsèque. Mais il n'est pas interdit de songer aussi au sens latin du mot persona, le masque, qu'analysait Marcel Mauss dans son fameux article de 1938. Et je rappelle que dans De la Révolution, Hannah Arendt s'interroge aussi sur cette notion de personne en soulignant que la persona, dans le sens théâtral originel, avait deux fonctions. Il devait cacher ou remplacer le visage, mais d'une manière qui permette à la voix de se faire entendre. La question pour Arendt, c'est évidemment pas de prétendre que les Romains étaient à l'origine de notre notion moderne et encore moins de la personnalité juridique. C'était plutôt une analyse d'ordre analogique qui visait à souligner la nécessité d'une inscription sociale des droits. Dire que sans la persona, sans ce masque que nous portons, il n'y a qu'un individu sans droits et devoirs, il n'y aurait qu'un être naturel, mais un être sans poids politique. Autrement dit, elle attirait l'attention sur le fait que pour que les hommes et les femmes puissent se considérer comme des égaux, il leur faut un espace public d'apparition qui rende leurs paroles et leurs actes significatifs. Et donc il y a là, me semble-t-il, une invitation à articuler la citoyenneté à l'exercice de la délibération démocratique, à la construction d'un espace public, comme le rappelle ce très beau passage de la condition de l'homme moderne, quand elle dit que la police n'est pas la cité en sa localisation physique, c'est l'organisation du peuple qui vient de ce qu'on agit et parle ensemble, et elle ajoute, elle cite ce mot, « Où que vous alliez, vous serez une police ». Cette phrase célèbre n'est pas seulement le mot de passe de la colonisation grecque, elle exprime la conviction que l'action et la parole créent entre les participants un espace qui peut trouver sa localisation jusque presque quand, n'importe où. C'est l'espace du paraître au sens le plus large. Alors, donc c'est rappeler cet usage arendtien de la personne, pour moi, présente au fond l'avantage de lier les droits de la charte aux conditions de l'agir en commun. Il s'agirait de poser que les droits proclamés dans la charte ne se réduisent pas à ceux de l'individu rétracté sur ses intérêts propres, ni à ceux d'un petit être fragile qui doit être protégé, mais qu'ils sont indissociables de la construction d'une communauté d'égaux. Alors bien sûr, vous pourriez me dire que cette lecture du concept de personne ne vaut que pour les versions françaises, italiennes et espagnoles du texte, puisque les autres langues utilisent... Alors en anglais, c'est très curieux, c'est individual dans le préambule, mais personne dans le texte de la charte.
En allemand, c'est Mensch, être humain. Je ne sais pas pourquoi des concepts aussi différents ont été utilisés selon les langues. Vous pourriez me dire aussi que ça ne correspond pas aux intentions des rédacteurs de la charte, mais mon objectif ici, c'était plutôt de montrer, par ce regard un peu décalé, comment on pourrait ouvrir les portes de l'interprétation sur notre lecture des droits fondamentaux, en vue d'élaborer une conception qui soit à la fois politique, mais aussi réflexive, c'est-à-dire consciente des perversions, des instrumentalisations auxquelles peut conduire le vocable des droits de l'homme, mais qui garde néanmoins, pour prendre cette belle formule de Jürgen Habermas, qui disait que les droits humains avaient l'explosivité politique d'une utopie concrète. Merci. Pardonnez-moi si j'étais un peu longue.